messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre mag Sport à la Une. Ce soir, il sera bien sûr question de football et du Jaraaf qualifié pour la Coupe CAF. Une équipe qui va loger dans la poule C avec deux équipes tunisiennes, le CS Sfaxien, le Salitas FC du Burkina Faso et l'Étoile du Sahel. Une poule que les Médinois ont intégrée après une double victoire contre donc l'équipe zimbabwéenne du FC Platinum dans le dernier tour de cadrage. Les Médinois, amenés notamment par Moussa Diatta et Sireïdia, ont validé leur ticket pour la compétition intercontinentale, s'imposant hier 1-0 grâce à un superbe coup franc de Madid Kekan et un rôle important joué également par l'un de nos invités, le gardien de but Pape Seydou Ndiaye, qui aura stoppé 2 pénaltys durant donc ces tours de compétition africaine. Deuxième sortie en Ligue africaine des champions pour Teungueth FC, demain contre le Zamalek au stade Lat Dior de Thiès, une équipe rufisquoise qui a failli ramener au moins le point du nul de son déplacement à Tunis et qui veut tirer des enseignements de cette première sortie. Ligue 1, Diamba retrouve la première place au classement après s'être imposé devant Gorée 2-0. Belle remontada de Génération Foot qui enchaîne une troisième victoire consécutive et se retrouve deuxième au classement. Rien ne va par contre pour NGB, encore battu ce week-end par l'AS Pikine 3-1. Les Galactiques qui ont un nouveau directeur technique en la personne de Badar Assar. Éliminatoire Afrobasket, le Sénégal rate la passe de 3 dans la fenêtre de Yaoundé. Les Lions se sont inclinés hier face à l'Angola, 82-51. L'équipe emmenée par Momodou Gueye Pabi termine tout de même première de sa poule et peut se projeter sur le rendez-vous de Rwanda 2021. Et puis ce soir, nous allons à la rencontre de Adama Seck, seule coach femme en National 1 masculin. Elle est à la tête de l'ASC Thiès. En fin de mag, nous retrouverons Madio Père pour la rubrique hippisme. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Et sur ce plateau, c'est avec plaisir que je retrouve Chertigan Diao. Chertigan, bonsoir. Bonsoir Mampato, bonsoir à Pape Seydou et au président Youssou, bonsoir également aux téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, Youssou Dial qui est également un de nos invités dans Sport à la Une, président de la section foot du Jaraaf. Bonsoir Youssou. Bonsoir Mampato, bonsoir Chertigan et bonsoir aux téléspectateurs de la TFM, c'est toujours un agréable plaisir d'être sur ce plateau. Et toutes nos félicitations bien sûr pour cette brillante qualification. Pape Seydou, bonsoir à vous également et félicitations. Oui, merci, bonsoir Mampato, bonsoir à Chertigan et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent sur TFM. Et aux fans du Jaraaf. Et aux fans du Jaraaf, oui. Voilà, nous aurons largement l'occasion de revenir bien sûr sur cette belle performance de l'équipe du Jaraaf, mais nous allons démarrer ce mag avec l'actu du basketball. Chertigan, 2/3 pour les Lions du Sénégal pour cette deuxième fenêtre de Yaoundé après s'être imposé devant le Mozambique et le Kenya. Les Lions se sont inclinés hier face à l'Angola sur le score de 82-51, une première défaite devant les Palancas Negras en compétition depuis 2011. Le score n'est pas flatteur pour Youssou Ndoye et les siens qui terminent néanmoins premier de la poule B. Le résumé des 3 rencontres jouées par le Sénégal à Yaoundé avec Thiorombar Ndiaye. Surtout le match que l'Angola a proposé face au Kenya. La veille. La veille où ils ont perdu. Et quand on voit le match entre le Sénégal et le Kenya, où quand même les Lions ont carrément surclassé cette équipe kenyane, surtout en fin de match, je disais que quand même il y avait largement de la place pour battre cette équipe angolaise. Et bon, je pense que quand même les Lions, on peut jouer sur ça et on peut pris de haut quand même. Cette équipe angolaise qui est venue avec des cas, quand même, ils sont complètement sortis de leur match hier et je pense que... J'avais comme réflexion, c'est-à-dire c'est le genre de défaite à partir desquelles aussi cette équipe peut grandir et permettre justement à Boniface de rectifier par rapport parfois à l'adversaire qu'on peut avoir, le degré de motivation, etc., etc. En tout cas, bon, vous avez parlé de prestations assez convaincantes pour les Lions du Sénégal. Peut-être la première période contre le Kenya a été assez poussive. Sur le deuxième quart-temps. Voilà, exactement, avec donc le Kenya qui s'impose, je pense, sur la première période. Contre le Mozambique, ça a été un peu plus facile. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de constance par rapport, ou c'est lié à la jeunesse de cette équipe? Je pense que même le coach même en était conscient. Je pense qu'avant la veille du match contre l'Angola, il l'a dit en conférence de presse, l'équipe a du mal à démarrer ses matchs. Face au Kenya, ça passe. C'est quand même qu'on a vu dans ce groupe Sénégal.
Et on se dit qu'avec les jours que l'on va récupérer, avant l'Afrobasket, il y a un tournoi pré-olympique à jouer. Et là, quand même, je pense que... Bon, Apabi, hein, qui a quand même permis à l'équipe de valider sa qualification, mais aussi mention spéciale à Youssou Ndoye, capitaine pour cette fenêtre, l'un des meilleurs joueurs du tournoi, de même que Clévin Anna. Et puis surtout qu'il répond toujours présent. Bien sûr, Youssou Ndoye, à chaque évidemment. fois qu'il est convoqué, il est là, il se donne comme un vrai lion, et vraiment mention spéciale à lui. Très bien. Alors, cher Tidiane le disait tout à l'heure, toutes les grosses écuries seront présentes dans cette Afrobasket. Notez que donc pour cette ultime fenêtre qualificative, donc elle s'est tenue sur 2 villes africaines, donc Monastir en Tunisie et Yaoundé, 42 000. Et il y a également le capitaine Maurice qui n'était pas là, nos 2 meneurs américains. On se dit que quand même cette équipe, avec cette jeune pousse quand même qui s'est révélée durant ces 2 fenêtres, on se dit que quand même, avec Boniface à la tête de cette équipe, on se dit que quand même il y a de quoi jouer. Je pense qu'il faudra se méfier de cette équipe du Sénégal quand même. Bon, on l'espère. Qui est très bien armée. D'accord, on verra bien durant cette phase finale. Et pour boucler cette page basket, certainement, elle rêve un jour de sélectionner, d'entraîner l'équipe nationale féminine ou masculine du Sénégal. En tout cas, sachez que nous rencontrons ce soir Adama Seck, qui est seul entraîneur femme en National 1 masculin, entraîneur de l'ASC Thiès. Elle connaît un début de saison certes difficile, mais affiche un optimisme à toute épreuve. En effet, cette professeure d'éducation physique a réussi à faire monter cette équipe thiessoise en première division avec des objectifs sur le long terme. Reportage Maïmouna Mine avec des images de la Tiersey. Adama Seck de l'AS Thiès est l'unique femme à coacher un club de basket masculin ici au Sénégal. Mais pas que. Elle a réussi là où des hommes ont échoué en faisant monter l'AS Thiès à National 1 masculin. En tant que coach, je pense que en première division, je viens juste de commencer quand même. Ça fait 3 ans que je suis au niveau de l'AS Thiès. En tant que coach, j'ai fait une formation en sport. Je suis professeur d'éducation physique de formation. Quand je compétissais à l'ASFO, effectivement, je n'encadrais pas l'équipe. Mais depuis quand même ma sortie de l'INSEPS en 2009, alors, mon premier poste fut Mbaké Basket Club, fut à Mbaké, et là-bas j'étais avec le Mbaké Basket Club. Dans un milieu extrêmement machiste et sexiste, Adama Seck n'a pas peur de se frotter aux meilleurs. J'ai appris à coacher. Donc si l'opportunité s'ouvre pour moi de coacher une équipe de femmes, il n'y a pas de souci, je le fais. Mais quand j'étais de retour à Thiès, effectivement l'opportunité c'était de coacher les hommes et puis je suis avec eux. Ça ne fait pas de moi en fait une extra coach ou extra femme qui dirige des hommes, non, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est de faire notre travail le mieux possible, en tout cas. La tacticienne native de Thiès vient de prouver qu'une femme peut bien s'imposer dans un monde d'hommes. Une question de compétence et de personnalité. Je disais à quelqu'un que moi, c'est les autres qui me font effectivement remarquer que je suis femme et je coach une équipe d'hommes. Moi, c'est un rôle que je joue, que j'aime jouer en tout cas, parce que c'est la formation que j'ai eu à recevoir, que j'ai reçue. Malgré un début de saison difficile avec un cumul de défaites, Adama y croit pour la suite et sollicite le soutien des autorités municipales pour appuyer l'équipe. Quels que soient ses moyens, quels que soient les hommes avec lesquels on travaille, moi je pense qu'on se fixe les objectifs les meilleurs. Comme disait l'autre, viser effectivement la lune. Comme ça, si on tombe, effectivement, on tombe sur les étoiles. Voilà, c'est ça. Donc, notre objectif, effectivement, ça ne va pas être que le maintien. Ça ne va pas être que le maintien. Si possible, qu'on prenne le maximum de matchs, qu'on gagne le maximum de matchs, effectivement, pour effectivement, aller en play-off et découvrir pour la première fois les play-offs. Moi, je pense que ça fera quelque chose, en tout cas. À travers cette sortie, moi, j'ai envie de lancer un appel. Et l'appel que je lance, ça va être à l'endroit des Thiessois, si possible. Ça va être à l'endroit des autorités de Thiès. Si vous avez pu faire le tour, regardez ces gravats qu'on verse un peu partout autour du terrain. Et cet appel que je lance vraiment, c'est pour que les gens ils viennent un peu, que ce club de première division puisse non seulement se maintenir, mais jouer les grands rôles également au niveau du basket sénégalais. Et pourquoi pas même africain et international, pourquoi pas. Voilà, donc coach Adama, donc, qui certainement va être inspiré notamment par la sélectionneur de l'équipe nationale kenyane aussi. Voilà, je pense que ça fait près d'une décennie que le Kenya ne s'est pas qualifié à l'Afrobasket et je pense qu'elle est australienne.
Elle a réussi à qualifier cette équipe, surtout après cette victoire épique face à l'Angola. Je pense que quand même, ce qui veut dire que les femmes quand même commencent petit à petit à percer. À grappiller les points. Je pense qu'il y a 1 ou 2 mois de cela même, en NBA aussi, une dame a pris les rênes des sports. Je pense que Popovic avait un empêchement ou je ne sais plus quoi. Et elle a coaché l'équipe durant ce match-là. Ce qui veut dire que quand même, c'est vrai que c'est un milieu très masculin. Mais quand même, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Effectivement. Alors, dans quelques instants, nous allons parler du football et de la qualification du Jaraaf en phase de poule de Coupe CAF. Voilà, l'information est tombée il y a quelques heures de cela. Déjà, connaître les adversaires de poule de cette équipe médinoise qui s'est qualifiée hier, qui a validé donc sa qualification dans cette compétition qui est la Coupe CAF. Donc le Jaraaf qui logera dans la poule C avec 2 équipes tunisiennes, le CS Sfaxien, donc l'Étoile du Sahel qui s'est imposée devant les Young Buffaloes, une équipe donc swazilandaise, je pense, équipe de l'Eswatini en tout cas. Et il y aura également une équipe burkinabé qui s'appelle le Salitas FC. Alors décidément, on ne peut pas trop s'éloigner des équipes maghrébines ou les équipes maghrébines nous collent à la peau. Donc ce sera peut-être la première réaction de déplacement a priori en Tunisie pour le Jaraaf et encore le football nord-maghrébin qui va se mettre en travers de notre chemin, Youssou. Effectivement, Fatou, nous, ce tirage, nous l'analysons doublement en fait. Déjà, ce qu'on peut dire, ce tirage donc, nous mène vers des pays où il est facile de voyager. Et pour nous, c'est un aspect important en fait. On est bien placé pour savoir que l'aspect logistique est très très important dans ce genre de confrontation. Le Burkina, c'est en Afrique de l'Ouest, donc c'est pas difficile. On peut avoir peut-être même un vol direct pour y aller. La Tunisie aussi. La Tunisie aussi. Donc on peut avoir donc des vols directs pour y aller. Donc ça, c'est quand même donc des aspects positifs du tirage. Par contre, sur le plan sportif, ce sont des gros morceaux. Il faut le reconnaître. Le CS Sfaxien, je pense qu'ils sont... ils ont gagné la Coupe CAF 3 ou 4 fois, donc ça veut dire que c'est un habitué de la compétition. L'étoile sportive du Sahel aussi, donc c'est un gros morceau. Le football tunisien, tout le monde sait que c'est un pays de grand football et c'est des déplacements souvent qui sont difficiles sur place. Mais bon, nous, voilà, on n'a rien à perdre. Aujourd'hui, on est en phase de poule. Peut-être que personne ne nous attendait là. L'appétit vient en mangeant. Mais c'est-à-dire, on va y aller avec ambition, parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, en football, tout est possible. Et on sait que si on a la volonté de vouloir passer, comme on l'a montré lors des préliminaires, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aussi se qualifier. Maintenant aussi, il faut y aller avec humilité, parce qu'on va jouer avec des clubs qui ont de gros moyens, donc des clubs qui ont de l'expérience, expérimentés. Il va falloir faire preuve de ruse et faire preuve donc d'abnégation et de bravoure comme les joueurs l'ont su le montrer pour passer. Quand vous regardez ce match entre Tenguet et Espérance de Tunis, quand même, vous vous dites que la différence n'est pas si énorme que cela, parce que ce jour-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je suis déjà venu sur ce plateau en vous disant que le gap qui existait entre les équipes sénégalaises et les grandes équipes africaines se résorbe. Donc j'ai eu à le dire donc, sur votre plateau et sur d'autres plateaux. Et aujourd'hui, c'est en train en fait donc de se confirmer donc sur ces matchs-là. Parce que moi j'ai dit il y a 2 ans, 3 ans, comme on a vu Génération Foot, qu'on a vu donc le Jaraaf, on a été éliminé de justesse par ces équipes-là. Et aujourd'hui, le fait même qu'on joue ces matchs à huis clos, ça crée un certain nivellement de valeur entre ces équipes-là et nous. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas avec ambition pour pouvoir passer. Alors, tout à fait. Pape Seydou, l'aspect logistique, est-ce qu'il a vraiment été important dans les performances que vous avez eu à faire? Parce que c'est un des aspects que tout de suite Youssou a souligné. Pour vous, en tant que joueur, compétiteur, est-ce que vous avez senti que voilà, par rapport aux précédentes sorties, vous avez appris et ça s'est amélioré dans l'environnement? Bien sûr, c'était très important de voyager tranquille et d'aller tôt pour se préparer. Et voilà, on a réussi. C'est ça pour moi qui a fait la différence dans les matchs, dans les performances. Tout à fait. Ouais.
Votre voyage, par exemple, sur le Zimbabwe, il a été relativement long. Hein. Vous êtes parti le mardi, vous êtes arrivé le mercredi 2 jours avec une escale à Addis Abeba, et vous ne pouviez pas avoir mieux. Ouais, on ne pouvait pas avoir mieux. Pour moi, c'est la bonne solution qu'a pris le club. Et ça nous a donné satisfaction et d'aller là-bas tranquille, et de se reposer, de s'entraîner et pour pouvoir donner une bonne performance sur le terrain. Tout à fait. Voilà, Président, quand même, si on revient sur les ingrédients quand même qui ont permis au Giraffe d'accéder à cette phase de poule, déjà, Pape Seydou qui est là, je pense qu'on est exemple, le fait de répéter les participations durant les tours préliminaires, déjà entre Génération Foot et Giraffe, je pense que quand même vous avez fait un paquet de matchs et ça donne de l'expérience également. Giraffe, durant ces 3 dernières années, était vraiment régulier en Afrique. Oui, donc ça c'est important. Comme j'ai l'habitude de le dire aussi, ce qui amène ces performances-là, c'est la répétition en fait, donc, de ce genre de déplacement, de ce genre de match. Et ça crée une expérience qui aujourd'hui nous a beaucoup aidé dans ces performances-là. Nous, en tant que dirigeants, on accumule beaucoup d'expérience en voyageant soit avec l'équipe nationale, soit avec l'équipe du Giraffe. Ça nous permet de mettre les joueurs dans des conditions optimales de performance. Les joueurs aussi, le fait d'avoir été joué à Berkane, d'aller jouer à Wydad, on a gardé une bonne partie de l'ossature qui est encore là. Et donc ça prouve encore une fois qu'ils ont de l'expérience. Si vous regardez bien, la plupart de nos matchs donc, à l'extérieur, on les a gagnés. On a eu 2 victoires et un match nul. Ça veut dire que maintenant, ils ont cet esprit compétiteur. Parce que moi, le discours que j'ai l'habitude de le tenir, au-delà aujourd'hui donc du talent que vous avez, en Afrique, le talent ne suffit pas. Il faut avoir donc une bonne mentalité. Et également aussi, il faut qu'on les mette dans de bonnes conditions. Vous avez parlé du déplacement donc, au Zimbabwe. On n'avait pas le choix. Il fallait passer inévitablement par Addis Abeba. South Africa ne vient plus au Sénégal. Donc il fallait faire ce long voyage. Mais heureusement aussi, nous sommes partis suffisamment tôt pour permettre aux joueurs de se reposer par rapport au long voyage, mais également de pouvoir s'acclimater parce que c'est un pays qui était en hauteur et ce n'était pas évident pour les joueurs donc, de récupérer. Et pour vous prouver encore une fois, c'était la seule solution. Au retour, nous sommes venus avec l'équipe adverse. Ils ont fait donc le même trajet que nous, malgré aussi donc, les moyens qu'ils ont. Voyager en Afrique n'est jamais simple d'ailleurs, on l'apprend chaque jour à nos dépens. Alors on va replonger quand même sur le match d'hier qui a scellé cette qualification en phase de poule avec donc cette victoire du Giraffe. Faut-il le rappeler, qui a donc battu le FC Platinum à l'aller 1-0 et sur le même score au retour au Stade Lat Dior avec ce magnifique coup franc bien sûr de Madické Kane hier au Stade Lat Dior, un compte rendu de Mamadou Ndiaye. Une première depuis 1983, les Verts et Blancs de la Médina vont de nouveau jouer les phases de groupe de la Coupe CAF. Vainqueur 1-0 à Harare, le Giraffe de Dakar s'est imposé sur le même score devant le FC Platinum au Stade Lat Dior de Thiès. Seul un résultat positif compte pour continuer l'aventure, une consigne appliquée par les Médinois. Dès le début de la rencontre, le Giraffe démarre avec beaucoup de discipline tactique et une bonne organisation. À la 12e minute, Innocence Moutianeka commet une faute à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre guinéen siffle un coup franc bien placé. Elhadji Madické Kane s'en charge et trompe le gardien zimbabwéen Petros Harris. 1-0, score à la mi-temps. Les Médinois entament la seconde période avec les mêmes arguments pour essayer de finir le job. Organisation tactique, des belles phases de jeu, un bloc bas pour empêcher les Zimbabwéens d'élaborer. Ces derniers doivent aussi faire face à un Pape Seydou Ndiaye imperturbable sur sa ligne. À la 93e minute, l'arbitre guinéen siffle la fin de la rencontre devant les 2 candidats à la prochaine élection de la CAF, le Sénégalais Augustin Senghor et l'Ivoirien Jacques Anouma, venus assister à cette rencontre à Thiès. Voilà, donc des enjeux aussi, autres que le foot sur le terrain. Maintenant, sur le terrain, on a eu le sentiment que le Giraffe aurait même pu marquer un peu plus de son empreinte cette rencontre. Vous avez eu encore des occasions, comme à l'aller. Bon, il a manqué un brin d'efficacité. Heureusement, derrière, vous avez su aussi verrouiller les cages. Les cages, c'était évident de verrouiller les cages.
Voilà, je pense qu'on doit s'améliorer surtout sur le plan offensif. Okay. C'est très important sur ces genres de matchs-là. Il faut marquer maximum et de ne pas prendre de but derrière. Okay. Voilà, pour moi, les techniciens sont conscients de cela. Il va falloir, dès à l'entraînement, de réviser tous ces bagages-là pour pouvoir figurer dans l'avenir. Donc c'est vraiment le premier enseignement qu'il faut tirer de cette rencontre, c'est-à-dire avoir un peu plus d'impact sur le plan offensif et de marquer ces occasions. Ben, effectivement, hein, donc ce qu'on s'est dit, nous, bon, par contre, ce qui est positif dans cette équipe-là, à chaque fois qu'on joue, on marque au moins un but. Okay. Donc ça c'est important. Et effectivement, on arrive aussi donc, à ne pas prendre de but. Donc Pape Seydou arrive à avoir donc, des clean sheets, mais également, en fait, donc, on a la possibilité de marquer plus qu'un seul but. Donc il faudrait qu'à l'avenir, que nos joueurs soient un peu plus efficaces, parce qu'on va jouer peut-être en phase de poule avec des équipes avec un niveau encore beaucoup plus élevé. Et si jamais en fait, tu encaisses un but, à ce moment-là, il faudra en mettre 2 ou 3 pour pouvoir gagner les matchs. Donc ça, c'est un chantier, effectivement, que nos techniciens donc, vont devoir, sur lequel nos techniciens vont devoir travailler là-dessus. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le mal du foot local? On se plaint souvent du manque d'efficacité, souvent de nos attaquants, beaucoup d'occasions, parfois des occasions inratables et qu'on n'arrive quand même pas à marquer. C'est le cas aussi, même pour le TGTC, par exemple. Pour moi, la raison est simple, c'est qu'on ne travaille pas assez devant les buts. Et ça revient aussi avec donc, le manque d'infrastructures, parce que si tu n'as pas en fait, d'infrastructures propres, tu as 2 heures d'entraînement, au bout de 2 heures d'entraînement, il faut prendre des bagages et partir. Alors que si tu as tes propres infrastructures, tu as la possibilité, donc, au-delà des heures d'entraînement classiques, d'avoir en fait, donc, des séances de travaux, de travaux devant les buts. Et ça après, ça joue sur les performances. Ça joue sur les performances. En Afrique, souvent, quand on sait que le poste d'avant-centre, on dit que quand même, c'est l'oiseau rare. Il est beaucoup plus... il est là-bas. Très difficile d'avoir cet avant-centre qui met des buts. Et ce qui fait qu'en Afrique, beaucoup d'équipes quand même ont des avant-centres qui sont des étrangers. Mais là, au Giraffe, je pense que vous avez choisi de jouer avec des joueurs sénégalais. Et bon, peut-être que, est-ce que quelque part, vous n'avez pas jugé le besoin du scruter ailleurs? En fait, vous savez, donc nous, on a tenté l'expérience. L'année dernière, on avait un attaquant guinéen, donc on en avait un militant guinéen aussi, qui était le deuxième. Quand on le prenait, il était le 2e meilleur buteur du championnat guinéen. Mais quand il est venu chez nous, il n'a pas su très bien en fait, s'adapter au football sénégalais. Et cette année, bon, on a fait le choix en fait, d'essayer de prendre en fait, les meilleurs attaquants sénégalais. On a pris Matar Ndiaye, qui était le 2e ou 3e meilleur buteur du championnat, Bouli Junior, qui était le 2e meilleur attaquant. Et malheureusement aussi, il s'est blessé lors de notre match contre Tenguet FC. Donc c'est quelqu'un qui nous a manqué aussi. C'est un attaquant qui est efficace. Et malheureusement, il nous a manqué donc, sur ces 2 matchs-là. Et je profite de l'occasion même pour lui souhaiter un bon rétablissement et qu'il nous manque. Donc on espère donc le récupérer. Vous êtes renforcé en attaque Oui, cette saison, on s'est renforcé en attaque. On a pris donc 2 attaquants. Matar Ndiaye qui a joué en fait hier. Comme avant-centre, c'était l'attaquant de Niamou qui a été Génération Foot. Il a été formé à Génération Foot. Et l'année dernière, après, il était au Niambour. Il avait terminé 3e meilleur buteur. On l'a récupéré. On a récupéré Bouli Junior qui était à Tenguet FC comme 2e meilleur attaquant. Pas dans certains Sarr, bien. Sarr. Non, Pape Makou Sarr. Ouais. En fait, Pape Makou Sarr, c'est un milieu de terrain qui était là dans l'équipe du Giraffe, donc champion en 2010, qui était à Angers et qui était dans les pays de l'Est et qui est revenu renforcer l'équipe. Mais il joue milieu de terrain. Voilà, il faudra lui laisser un peu de temps, je pense. Il faudra lui laisser un peu plus de temps. Voilà. Ça fait un moment qu'il... Bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il n'avait pas joué. Mais voilà, quoi. C'est à l'image il va venir rapidement. D'un Roger Gomis, des joueurs qui étaient partis, qui vont retrouver un second souffle. Pape Seydou, quand même, le fait d'avoir un gardien d'expérience, c'est important. Quelque part aussi, ça aide surtout avec l'expérience qu'il a engrangée dans ces compétitions africaines. Je pense qu'il a été l'un des éléments déterminants, sinon le plus. Surtout si on se réfère au match à Abidjan. Une équipe pour faire de grandes performances a besoin d'un grand gardien. Sans un grand gardien, on ne peut pas aller loin. Bon, au niveau du Giraffe, on a la chance d'avoir 2 très bons gardiens. Donc lui et Cheikh Ndoye. Et aujourd'hui aussi, donc Pape Seydou qui est là et qui a retrouvé son
son niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, il a le talent. Il a le talent et j'espère pour lui qu'il va retrouver l'équipe nationale. Avec les pénaltys, Pape Seydou, parce que vous prenez, je sais pas. On va en parler juste après l'élément justement qu'on a préparé sur Pape Seydou. Donc comme le disait si bien cher et comme l'a confirmé Youssou Dial, un gardien décisif pour ses tours qualificatifs à la fois contre le FC San Pedro et contre le FC Platinum. Il a réalisé 2 arrêts sur des pénaltys. Un joueur qui revient en forme après avoir connu un coup de moins bien. Il fait la navette entre Génération Foot et le Jaraaf de Dakar. Mamadou Ndiaye. Pape Seydou Ndiaye renaît avec le Jaraaf de Dakar. Le portier semble retrouver son meilleur niveau cette saison avec les Verts et Blancs. Il enchaîne les grosses performances avec des arrêts décisifs en championnat, tout comme en compétition africaine. Décisif, Pape Seydou Ndiaye l'est avec ses pénaltys stoppés contre le FC San Pedro et le FC Platinum. D'ailleurs, on le surnomme le spécialiste des pénaltys. Il est l'un des meilleurs gardiens que le football local ait connu et le plus capé en trophée, vainqueur des Jeux africains de Brazzaville en 2015 et du tournoi de l'UFOA en 2019 avec 3 pénaltys arrêtés en finale. Pape Seydou Ndiaye a vite oublié son passage manqué à Génération Foot. Pourtant, champion lors de la saison 2018-2019, revenu numéro 1 avec le retour au Jaraaf de Dakar, l'enfant de Padoua peut savourer ce regain de forme. Le gardien international compte déjà 3 sélections en équipe nationale et peut de nouveau prétendre, avec ses belles performances, à retrouver la tanière. On fait d'une pierre 2 coups, évidemment, parler de ses belles prestations. Alors, donc, vous allez du coup répondre à la question de Cher. Quel est votre secret par rapport au penalty? Mon secret, c'est le travail à la quotidien, le travail de tous les jours à l'entraînement. Et il y a un don aussi depuis petit que j'ai. Okay. Alhamdulillah, je remercie le bon Dieu sur ça et l'entraînement de tous les jours aussi. Okay, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un travail psychologique? Vous essayez d'entrer dans la tête du tireur, l'intimider? C'est normal, il faut rentrer dans la psychologie du tireur. Tu le perturbes, tu essaies de le perturber pour qu'il fasse des erreurs quand il tire le ballon. Voilà, alhamdulillah, j'ai réussi sur ce cap-là. Il va falloir aussi de bien les réviser pour pouvoir à l'avenir stopper d'autres pénaltys. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand, contre le FC San Pedro, l'arbitre siffle ce pénalty imaginaire qui n'a jamais existé sur aucun terrain et vous devez être, voilà, si vous encaissez ce but, on est éliminé. On était mort, oui. Je me suis toujours dit que voilà, c'est à ce moment-là que l'équipe a besoin de moi. Je me suis dit ça dans ma tête et voilà, je reste serein et de se concentrer sur celui qui tire le ballon, d'essayer de le perturber pour stopper son penalty. Okay. Est-ce que vous regardez quand même des vidéos des tireurs avant le match ou quand vous arrivez? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gardiens qui le font. Parfois, est-ce que vous avez réellement idée même de vos adversaires? Oui, parfois j'ai des idées sur l'adversaire, mais d'autres fois non. Okay. Mais moi, je visionne des séquences de tir au but et de pouvoir, ça va m'aider pour stopper les pénaltys. Alhamdulillah, j'ai réussi sur ce cap-là et il va falloir, comme je l'ai dit tout tantôt de bien s'investir sur cela parce que ça donne des fruits et alhamdulillah. Tout à fait. Ouais. Alors, Pape Seydou, on va aussi en profiter pour parler entre guillemets, de votre regain de forme. Ça a été un peu difficile, il y a encore 2 ou 3 saisons, au lendemain des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec ce match Sénégal-Burkina, où voilà, vous n'étiez pas forcément le moins critiqué, après donc, le match nul 2-2 contre le Burkina. Ensuite, il y a eu ce départ sur Génération Foot. Ça n'a pas donné les fruits vraiment escomptés. Vous décidez quand même de revenir au Jaraaf. Déjà, comment vous vous êtes remis un peu de cette période j'imagine forcément de doute? Non, c'est pas... Je n'ai jamais douté sur moi-même. Je me suis dit dans la tête, voilà, le football c'est comme ça. Parfois tu es bon,
parfois tu es moins bon. Il faut falloir que se remettre au travail, de bien bosser pour pouvoir être performant. Et voilà, je me suis toujours entraîné sur cette direction-là pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Alhamdulillah, pour moi, Dieu est avec nous. Ok, très bien. Dieu avec les endurants. Voilà, mais quand même, au lendemain de ce match, je pense quand même qu'il y a un tournoi dans votre carrière. C'était Alain ou Bertrand Traoré face au Burkina. Alain Traoré. Ouais. Après ce match-là, quand même, je pense que votre étape en équipe nationale s'est arrêtée là-bas. Et quand même, psychologiquement, est-ce que ça a été facile à vivre? Et ça m'a un peu perturbé, pour dire vrai, mais bon. Comme je l'ai dit tout tantôt, je me suis dit que voilà, pour être footballeur, il faut être fort mentalement et essayer de passer, de passer d'autres caps pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Voilà. Dans ce match-là contre Burkina, je ne voulais même pas revenir sur ça. Mais bon, c'est derrière moi, mais ça fait partie de ma carrière. Oui, bien sûr, ça fait partie de votre carrière. Mais en fait, moi, plus que le match, c'est la succession de mauvais choix, peut-être. Parce que vous aviez décidé après de quitter le Jaraaf, je pense. Vous êtes allé à Génération Foot. Pourquoi ça n'a pas marché là-bas? Le pourquoi, il faut le demander pour moi, les dirigeants de la Génération Foot, de Génération Foot. Le pourquoi. Et moi, à ce qui me concerne, j'étais dans ma logique pour réussir ce cap-là. Ok, voilà. Très bien. Et donc, le retour au Jaraaf, ça vous a fait du bien. Qui a facilité ce retour? Ce sont les dirigeants ou c'est vous? Comment ça s'est passé? Bon, Youssou pourra peut-être en parler. C'est dans les deux sens, moi, je pourrais dire. Donc, voilà, il y avait cette envie aussi de revenir. Et puis, il y avait aussi cette envie du Jaraaf, donc de l'accueillir encore une fois chez nous. Parce qu'on sait que Pape Seydou aussi, donc c'est un gardien qui a du talent. Mais au-delà du talent, c'est quelqu'un qui a une force mentale et qui c'est un leader aussi donc naturel dans un groupe. Aujourd'hui, il n'est pas le capitaine de l'équipe, mais il fait partie des interlocuteurs des dirigeants et il est toujours là en fait donc pour cultiver en fait donc cet esprit donc d'équipe, cette solidarité, et on le sent. Tout à l'heure, vous dites quel est son secret peut-être sur ses pénaltys, mais il a ces petites astuces qui déstabilisent l'adversaire sans pour autant que l'arbitre donc en soit conscient et voilà, ça marche. Et donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a envie encore donc de réussir et de recouvrir le monde professionnel et il travaille dur pour y arriver, et j'espère pour lui qu'il va y arriver. Alors d'ailleurs, je lisais un article fait par nos confrères de l'Observateur. On disait qu'en plus du travail que vous faites au niveau de Jaraaf, vous allez aussi vous entraîner auprès d'un ancien gardien qui a désormais son centre de formation et qui travaille aussi au sein de Teungueth FC. Il s'agit de Kana, le gardien qu'on salue au passage, préparateur de gardien. Et ça, quand même, ça montre une volonté de votre part de vraiment vouloir progresser et d'avoir voilà, d'autres expériences pour aussi vous permettre de vous aguerrir. Oui, bien sûr. Au passage, je le salue, coach Kana. C'est comme un papa pour moi et comme un frère pour moi. On se dit tout, il me rectifie tout le temps, même si on n'est pas dans le même club. Mais il est là pour moi et je le sens aussi. Et voilà, je me lève tôt pour aller à Guédiawaye pour s'entraîner avec lui. Et alhamdulillah, il m'a beaucoup aidé pour atteindre le plus haut niveau possible. Ouais. Très bien. Maintenant, vous jouez le haut niveau en Afrique avec cette phase de poule. C'est quoi vos ambitions également? Est-ce que ce sera l'occasion de vous montrer peut-être? Voilà, quand même, c'est une belle vitrine. Ouais, c'est une belle vitrine. C'est l'occasion de nous montrer aussi. Et voilà, je suis très content de rentrer dans ces phases de poule-là. Et personnellement, j'ai l'ambition d'aller plus loin possible avec ce club. De hausser le niveau et pour être, Inch'Allah,
rentrer dans la deuxième tour, Inch'Allah. Et surtout quand même face à deux équipes tunisiennes, certainement le Jaraaf aura bien besoin de vous parce que quand même... Bien sûr, c'est mon rôle de garder le cage. Ça va attaquer. Voilà, de booster les joueurs à être, de sortir de le meilleur. Voilà, pour moi, les deux équipes tunisiennes sont de très grands clubs. Et nous aussi, en tant que Sénégalais, nous aussi, Jaraaf, c'est un très grand club pour moi. Donc, je salue au passage le président Cheikh et le président Youssou aussi. Et le travail qu'il fait dans l'équipe, c'est vraiment à saluer. Tout à fait. Ouais. Alors justement, le Jaraaf qui va retrouver une compétition africaine, alors racontez-nous un peu l'histoire de la Coupe d'Afrique des clubs, parce que ce n'est pas la première quand même, ce n'est pas une première participation. Non, en fait, donc, le Jaraaf a toujours eu peut-être donc des participations honorables. C'est vrai que la plus grande performance donc, du Jaraaf, c'était en 83. À l'époque aussi, donc c'était Cheikh Seck, l'actuel président, qui était le gardien de but de l'équipe du Jaraaf et qui avait aussi arrêté beaucoup de pénaltys. Donc à cette époque-là, en fait, on avait joué contre de grandes équipes, contre le Tizi Ouzou de l'époque en Algérie, contre l'Africa Sport d'Abidjan, contre le Kenitra du Maroc. Et on avait réalisé donc de grosses performances et on était allé jusqu'en demi-finale en fait, donc, de la Coupe d'Afrique des clubs champions. On avait gagné l'Ashanti Kotoko ici à Dakar 2-1 et au retour on avait perdu donc 2-0. À l'époque aussi, c'était une équipe où c'était l'équipe peut-être donc du Jaraaf qui était là, mais portée par tout un pays. Et après, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, après on est souvent allé jusqu'en deuxième tour, après on est éliminé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec donc cette nouvelle configuration, avec la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération CAF, c'est la plus grosse performance quand même donc, du Jaraaf. Président, quand on voit la poule du Jaraaf, on voit que l'équipe va jouer 2 fois en terre tunisienne. Vous l'avez tout à l'heure dit que les équipes sénégalaises ont échoué en Afrique à cause des détails. Et tout le monde sait que 80% de ces détails-là, c'est l'arbitrage biaisé. Teungueth FC en a subi les conséquences à Tunis il y a de cela quelques semaines, la semaine dernière. Mais, attends, mais quand même, est-ce que vous avez pris les devants? Parce que quand même, on sait que les équipes... l'arbitre de ce match de Teungueth-là, on sait qu'il était de mauvaise foi. Il suffit de le regarder pour le savoir. Vous avez subi ce même problème-là en Côte d'Ivoire. Et ça risque encore de se poser face à... Effectivement. En fait, donc l'arbitrage est un réel problème aujourd'hui donc en Afrique. Et tant que les choses ne changent pas au niveau donc de la commission d'arbitrage, au niveau donc de la CAF, tant que ces arbitres-là qui commettent ces erreurs qui sont flagrantes, bon, je dis erreurs, mais c'est quand même donc c'est quand même en fait intentionnel. Tant que en fait donc, ces arbitres-là ne sont pas sanctionnés, on va continuer en fait donc comme ça. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Hein. Quand on a joué contre Berkane au retour, donc il y a 2 ans, certains dirigeants de Berkane sont venus à notre hôtel, mais je leur ai dit, mais les gars, il faut que vous arrêtiez quand même donc, ce que vous faites avec les arbitres. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait partie du jeu. Mais c'est extraordinaire pour eux, c'est quelque chose de naturel en fait. Ils l'ont fait face à Génération Foot. Après 15 minutes de jeu, ils donnent rouge, l'équipe se retrouve à moins. Et c'est fini, ils savent que le match est joué. C'est comme ça. Teungueth, la semaine passée, ils ont un penalty dans le premier quart d'heure, ils ne sifflent pas. Et après, à la 45e minute, ils donnent un penalty imaginaire. Mais quand on se dit dans ces conditions-là, c'est difficile de rivaliser. C'est difficile de rivaliser avec eux parce que ce sont des matchs qui se jouent sur des détails. Et ces détails-là sont toujours en faveur en fait, de nos adversaires. Vous savez, quand vous allez au Maroc, à Berkane, quand les arbitres rentrent, vous avez l'impression que c'est l'équipe de Berkane qui rentre sur le terrain. Ils sont tellement applaudis, ils sont tellement chouchoutés que tu as l'impression que c'est l'équipe qui rentre quoi, pour s'échauffer. Donc moi, ça m'avait beaucoup choqué. On se rend compte que du côté des équipes nationales, quand même, c'est réglé. Mais au niveau des clubs, c'est toujours le cas. Mais bon, il faut continuer à se battre, il faut continuer à dénoncer ce qui se passe. Maintenant aussi sur le terrain, moi j'ai l'habitude de dire aux joueurs aussi, il ne faut pas se focaliser sur l'arbitrage. Parce qu'une fois qu'il siffle, vous ne pouvez rien. Il faut continuer
à jouer, à continuer à rester serein et après, en fait, donc, rester donc, dans votre match parce que ça ne sert à rien aujourd'hui quand l'arbitre siffle de contester, etc. Il va vous donner un carton rouge et vous allez pénaliser encore votre équipe. Mais maintenant, c'est ce que je disais. Il y a une campagne aussi à mener auprès de l'opinion africaine, internationale. Pour vraiment sensibiliser. Et là, on un peu partout, quand on joue, comprendre que voilà, ça ne peut pas passer comme ça. Et on se rend compte que quand c'est des équipes maghrébines, et si l'arbitre est maghrébin, il y a moins de problèmes. Moins de problèmes. Mais le problème, c'est quand c'est des arbitres africains, noirs africains. En fait, là, on se pose des questions. Alors, parmi les aspects importants, bien sûr, pour réussir une belle campagne, il y a aussi cet aspect financier, Youssou. Pour Teungueth FC, on avait parlé de 300 000 $. Je pense aujourd'hui pour le Jaraaf, normalement, vous devrez recevoir une cagnotte de 135 millions de francs CFA. Je sais que quand même, il y a beaucoup de dépenses par rapport à 3 quand même tours préliminaires qu'il y a eu. Et il faut encore repartir sur au moins 5 matchs de poule. Mais ça va faire une bouffée d'oxygène pour votre équipe. Bien sûr, ça va faire une bouffée d'oxygène. Mais il faut savoir aussi que, bon, je n'ai pas encore la confirmation donc, du montant. Bon, au-delà du fait que je suis le responsable du football, je suis aussi donc, le financier du club. Donc moi, je n'ai pas encore reçu en fait, donc, une confirmation aujourd'hui donc, de ce montant-là. Bon, on espère donc l'avoir avant la fin de semaine. Mais effectivement, hein, comme tu l'as si bien dit, il y a eu donc ce tour préliminaire. Donc une campagne africaine, c'est un gouffre financier. Et heureusement qu'on est entré en phase de poule, parce que après donc ça aurait été amer quand même après avoir dépassé tant d'argent de rester à quai. Mais bon, cet argent aussi, donc bon, mon ami Babacar me le disait hier, il me dit fais attention, hein, on va te dire que tu as beaucoup d'argent. Mais la CAF aussi te donne de l'argent, mais parfois après le récupère. Parce qu'au-delà des montants qui sont annoncés, on va vous verser 50% du montant et c'est après peut-être à la fin de phase de poule que vous recevez en fait donc les 50%. Maintenant, il va falloir l'utiliser de manière très rationnelle pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions donc de performance. Il faut que cet argent-là serve à mettre les joueurs dans de bonnes conditions, au-delà des primes que les joueurs, des grosses primes que les joueurs nous réclament. Pape Seydou, c'est sûr que vous attendez les primes là. Oui, on attend, on l'écoute, président. Vas-y. Il le sait, hein. Avant de rentrer, il m'a dit, président, de grâce, ne parlez pas de la prime. Ne parlez pas, non, c'est pas notre prime. Bon, donc, je ne parlerai pas. Qui travaille bien doit être récompensé, c'est normal. Sur les phases de poule, c'est toujours le ministère qui va assurer les titres de voyage. Bon, on l'espère. Et puis bon, c'est l'occasion aussi quand même. Donc, c'est l'occasion quand même de remercier le ministère, parce que moi, je peux dire que pour cette année quand même, donc les billets on le reçoit suffisamment tôt. Et ça aussi, il faut le signaler. Et je profite aussi pour remercier aussi donc la fédération qui nous a soutenus aussi sur cette. Et puis je remercie aussi donc l'ensemble des clubs sénégalais de Génération Foot, à Teungueth FC, Seneps, Pékin. À chaque match, on reçoit en fait donc des messages, beaucoup de messages donc d'encouragement. Et ça fait du baume au cœur. Et à chaque fois, je le disais aux joueurs, je disais aujourd'hui, vous ne jouez pas pour le Jaraaf. Vous jouez pour le football sénégalais, vous jouez pour l'ensemble du football sénégalais. Après, vous jouez pour vous-même, parce que ça vous donne la visu. Après, vous jouez pour le Jaraaf. Parce qu'on a senti quand même le soutien même de tout le football sénégalais. Une double qualification en phase de poule qui vient après une non-saison, pratiquement. C'est clair. Après, on a des explications, peut-être des éléments d'explication, comme le soulignait Amsatou Fall dans les journaux, le fait qu'on ait pu garder aussi une ossature. Ossature, c'est ça. Le fait de jouer aussi dans des stades à huis clos, peut-être. Voilà, avec les équipes maghrébines, on sait comment ça se passe, l'influence, comme on dit au niveau de l'arbitrage. Déjà, le public n'est pas là. Les arbitres font le boulot parfois, entre guillemets, pour les équipes. Donc, bon, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ces éléments-là? Mais au-delà de ça aussi, donc, il y a une bonne préparation qui a été faite. Parce qu'on a commencé très tôt aussi nos entraînements, que ce soit nous et Teungueth FC. On a suffisamment commencé donc, nos entraînements, on s'est préparé aussi. Et le fait qu'aujourd'hui aussi, tout le monde aujourd'hui est la même enseigne, c'est-à-dire que les championnats n'ont pas été démarrés en même temps, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a tous donc le même problème. Et donc voilà, donc on a maintenu donc nos ossatures et puis bon. Et puis vraiment, le talent des joueurs. Et puis le talent des joueurs, et puis le talent des joueurs, ils sont suffisamment conscients aujourd'hui donc de leur talent qu'ils pouvaient rivaliser contre ces équipes-là. Et surtout, moi je pense que surtout ce qui fait la différence, c'est le mental. Teungueth FC s'est qualifié grâce au mental
à Casablanca. Et le Jaraaf a passé en fait donc ces caps-là grâce au mental de nos joueurs. Et ça, nous, on l'a ressenti à chaque fois. Quand il fallait parler, en fait, on parle. Mais quand je vois en fait dans leur fonctionnement, dans leur attitude, que ces joueurs-là sont conscients, à ce moment, on ne parle même pas. On leur laisse donc entrer sur le terrain et faire le boulot. Pape Seydou, très rapidement sur ce point, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le foot sénégalais, et vous, en tant qu'acteur du foot sénégalais, vous avez passé un cap. Ça y est, c'est bon maintenant. Oui, c'est bon pour moi, c'est bon parce que personnellement, vu mon équipe se déplacer à Kaduna, dans ces conditions-là, c'était pas évident de faire un très bon résultat là-bas. Mais alhamdoulilah, l'équipe était costaud, mentalement et fort pour pouvoir passer. Ouais, sur ça, je lance un message à tous mes coéquipiers qui sont dans ce championnat de continuer sur cette lancée-là pour pouvoir... parce que pour moi, le football africain, il faut avoir beaucoup de mental pour le faire. Ok, tout à fait. Pour exister ici. Et voilà, on est en train de grandir petit à petit sur ça. Ouais. Il va falloir continuer sur cette lancée. Tout à fait. Alors, il y a des chantiers pour le Jaraaf, même si effectivement il y a cette qualification qui se profile, qui est déjà acquise. Mais on va aussi parler d'aspects beaucoup techniques. Vous êtes qualifié avec Malick Daf, entre guillemets, à l'aller, un Malick Daf absent-présent. Au retour, on le savait, c'était le duo Moussa Diatta et Siré Dia. Quelle est la suite du processus? Même si on va revenir un peu sur le divorce. La suite du processus, donc, c'est de trouver, de nommer en fait un nouveau entraîneur. Parce que nous avons été suffisamment clairs quand Malick Daf est parti, donc qu'il fallait renforcer encore l'effectif par un entraîneur, il fallait le remplacer. Donc nous sommes en discussion avec un ou deux entraîneurs et bon, nous espérons donc finaliser rapidement avec ces entraîneurs sénégalais. Même si on a une forte demande d'entraîneurs étrangers. On a été contacté par des entraîneurs français la plupart du temps et qui souhaitent venir entraîner au niveau du Jaraaf. Mais nous, notre choix va se porter sur un entraîneur sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entraîneurs sénégalais présents sur le marché qui sont capables de porter cette équipe du Jaraaf avec son histoire, ses ambitions, etc. etc. Est-ce que vous n'avez pas laissé le meilleur entraîneur finalement pour l'équipe? Mais on a, en fait, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en fait donc des entraîneurs qui ne sont pas peut-être sur le marché et il y a des entraîneurs qui sont sur le marché et qui ont aussi envie de rejoindre en fait donc le Jaraaf. Il y a certains entraîneurs qui peuvent qui sont prêts à se Vous fixez un délai pour donner le délai qu'on se fixe, c'est le plus rapidement possible. Et bon, on espère qu'en fait donc cette semaine qu'on arrivera à boucler. Mais Youssou, quand même, il se dit que quand même il n'est jamais facile d'entraîner le Jaraaf. Effectivement. Avant Malick Daf, il y avait quand même une certaine instabilité à la tête de l'équipe. Malick est venu, il a fait 5 ans. Mais quand même, pour avoir un entraîneur quand même qui va s'adapter, je sais pas, à l'environnement Jaraaf quand même, je pense que il va falloir faire le casting de la meilleure des façons. Je pense que c'est une idée reçue. Je pense qu'il y a certains qui disent même les joueurs, c'est jamais évident d'être un joueur du Jaraaf, mais c'est jamais évident aussi d'être un dirigeant du Jaraaf aussi. Parce qu'en fait, donc, il y a une pression qui est là, c'est la pression du résultat. Et je pense que ce n'est pas uniquement au niveau du Jaraaf, c'est dans la plupart donc, des clubs sénégalais. Aujourd'hui, donc, il y a la pression du résultat. Les dirigeants mettent beaucoup d'argent pour obtenir des résultats. Et c'est vrai qu'après, on met la pression. Traditionnel, avec plein de. Voilà, c'est surtout ça, qui gravitent autour du club et qui mettent la pression aujourd'hui sur les entraîneurs et sur les joueurs. Mais bon, je pense que quand même, en fait, donc, les entraîneurs qui n'ont pas duré au Jaraaf, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de résultats. Mais quand vous avez donc des résultats, vous avez la possibilité de rester longtemps donc, au niveau du Jaraaf. Alors, Youssou, il se murmure que pour le cas Malick Daf, quand même, vous l'avez plus ou moins, en tout cas, quand je dis vous, pas vous personnellement, mais les dirigeants du club l'ont plus ou moins poussé à la sortie parce qu'à un moment donné, on savait que son contrat arrivait à terme et il n'y a eu aucune proposition qui a été mise sur la table. Est-ce que finalement, vous ne l'avez pas obligé à partir, tout simplement? Non, le problème ne se pose pas à ce niveau, parce que Malick faisait partie et même fait partie donc, de la famille du Jaraaf. Donc il y a un contrat moral qui liait Malick Daf
au niveau du Jaraaf. Donc lui-même, il avait tendance à le dire que maintenant, il appartenait à la famille du Jaraaf. Mais les histoires de contrat ne peuvent pas être aujourd'hui à l'origine d'une séparation avec Malick Daf. Il y a eu donc des discussions entre responsables pour dire qu'aujourd'hui, donc, la situation en fait, ne pouvait pas perdurer. Aujourd'hui, nous sommes allés à Harare sans Malick Daf, et c'est vrai qu'en fait, donc, aujourd'hui, c'est quelque chose en fait, qui pouvait avoir donc, des conséquences néfastes sur les résultats de l'équipe, mais Dieu merci, on a fait un bon résultat. Malick Daf a une Coupe d'Afrique à l'horizon, au mois de mars. Donc, à un moment donné, avec l'ultimatum de la fédération, donc, il fallait à ce moment-là faire un choix. Et de toute façon, nous, au niveau du Jaraaf, en tant que dirigeants responsables, membres du comité exécutif et en tant qu'aussi Sénégalais, un choix de Malick Daf vers une équipe nationale du Sénégal, nous, on le pousserait donc à le faire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si je tourne aussi la question dans ce sens-là, est-ce que vous avez tout fait pour garder votre entraîneur? Mais en fait, à mon avis, donc, nous, pour un entraîneur qui pense peut-être donc gérer une équipe nationale, on ne doit pas en fait donc le pousser, on doit pas le pousser à rester. Dès l'instant donc qui s'est mis à hésiter, c'est l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale en fait donc qui a besoin de lui, c'est la nation qui a besoin de lui. Pour moi, c'est une mission noble. Il peut rejoindre l'équipe nationale et on ne sait jamais, Malick Daf peut un jour revenir au Jaraaf, pourquoi pas. Mais en tout cas, on s'est séparés en de très bons termes. En de très bons termes, on s'appelle, on garde donc le contact parce que aussi nous avons beaucoup de respect pour le travail qu'il a accompli au niveau du Jaraaf. Il a eu quand même donc des résultats et ça quand même beaucoup donc, se sont interrogés sur le timing à une semaine de ce match crucial là. Quand même s'il y avait un mauvais résultat au bout, certains vous auraient reproché cela en disant que vous avez limogé l'entraîneur dans un moment où il ne fallait pas. Ouais. Oui, en fait, donc c'était un pari, mais à un moment donné aussi, en fait, donc il fallait prendre donc cette décision, cette séparation. Par exemple, il en a parlé donc avec les dirigeants du Jaraaf, donc avant même le match aller. Mais bon, pour ne pas perturber le groupe, etc. C'est une information que lui-même et les responsables du Jaraaf ont su garder. Avant donc ce match aller, mais pour moi il n'y a jamais de moment opportun pour c'est une question d'une semaine. Il n'y a jamais de moment opportun pour se séparer d'un entraîneur. À chaque fois en fait donc c'est dommage parce que donc les matchs vont s'enchaîner parce qu'on pouvait attendre donc le match retour. Après le match retour là, on a un match important contre Génération Foot dimanche. On peut dire qu'en fait donc ça n'aurait été jamais le moment opportun. À un moment donné, il y avait donc une décision donc à prendre. Une décision concertée avec le coach et les dirigeants et je pense qu'en fait donc la meilleure décision a été prise. Alors Pape Seydou, je ne sais pas à quel genre de technicien vous vous attendez aujourd'hui. Est-ce que votre groupe est très fort d'après vous? Bon, pas pour se passer d'un technicien, mais voilà, dans quel état va trouver ce groupe un technicien qui va arriver? Avant tout, je vais saluer au passage le coach Malick Daf pour le travail, le grand travail qu'il a fait dans ce groupe-là. Il a beaucoup donné à ce groupe-là pour pouvoir arriver à cela. Pour moi, le fruit du travail, la qualification, ça lui revient pour moi personnellement. Nous, joueurs, en tant que joueurs, je vais dire qu'on est là, on est des joueurs, on reste des joueurs. On va se concentrer sur notre job et n'importe quel entraîneur qui va venir, on va aller avec. Voilà. Et aussi, je salue aussi mes deux coachs aussi, Siré et Moussa Diatta et tout le staff. Et mon coach, mon préparateur gardien aussi, il fait de très bonnes choses avec nous. Très bien. Ouais. Alors, il y a un point qui est peut-être hors foot, mais dont on va parler parce que c'est un point, on parle beaucoup de l'arbitrage, au détriment des équipes sénégalaises, mais il y a aussi un point qui est en train de gâter, entre guillemets, l'image aussi de notre football sénégalais, c'est l'histoire des pratiques mystiques. Quoi qu'on dise, on voit sur nos stades, et c'est un fait récurrent, qu'à chaque fois, les gens sont là avec leur rang, entre guillemets, leurs morceaux, etc., etc. Est-ce qu'à un moment donné aussi, vous, les dirigeants, vous ne devez pas prendre vos responsabilités? Peut-être les pratiques mystiques font partie de notre football, doivent se faire en amont,
Mais aujourd'hui, quand même, c'est l'image aussi du Sénégal qui est en jeu, aussi bien pour le Giraffe que pour le Teungueth FC. Malheureusement, le Teungueth FC en a déjà fait les prêts à l'Espérance de Tunis. Maintenant, le Giraffe va y aller aussi. Est-ce que ce n'est pas un point aussi qu'il faut régler avec les joueurs et bon, tout le staff, tout le groupe du Giraffe? Non, mais bon, ça c'est un problème. Hein, et je pense que nous, en tout cas, nous, au niveau du Giraffe, et je pense que Baba Kadia est en train de travailler là-dessus. Donc, moi, je suis sur tout ce qui est en fait donc visible et tout ce qui aussi donc ternit l'image aussi donc du football sénégalais et l'image du Sénégal. Et puis c'est interdit aussi par le règlement. Pour moi, en fait, donc gagner un match et après se faire éliminer pour des pratiques mystiques, donc ça, ce serait vraiment donc dommageable. En tout cas, nous, au niveau du Giraffe, on travaille en fait donc dans ce sens. Nous sommes un club traditionnel, mais donc nous essayons en fait donc de faire en sorte que ce genre donc de pratiques ne se passe pas en fait au niveau du stade. Je pense que peut-être que hier vous avez regardé donc le match du Giraffe, il n'y a pas eu ce genre donc de pratique. Au contraire, ce sont les Zimbabwéens. Ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui sont pas contents par rapport à cette pratique, par rapport à la visibilité donnée à cette pratique. C'est pas les journalistes ou les institutions, mais ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui critiquent les clubs par rapport à cela. Parfois, il faut se poser des questions. Quand vous voyez en fait donc les Zimbabwéens venir donc dans nos propres camps pour essayer de chercher donc des objets mystiques, mais d'où ils tiennent ces informations? Et qui c'est qui leur a dit que nous en fait donc au niveau de ce sont des Sénégalais, ils vont certainement arriver à des féticheurs. Non mais c'est la vérité. C'est des féticheurs. C'est vrai. Mais eux aussi, il faut, c'est-à-dire les pratiques mystiques ne sont pas en fait donc une spécificité du Sénégal. Bien sûr. Tous les pays là donc ils le font, même les pays maghrébins, même l'équipe qui a joué contre Teungueth FC là, ce sont des équipes aussi qui font des pratiques mystiques. Par contre, c'est peut-être pas. Il faut le faire discrètement. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Même hier, les joueurs zimbabwéens ils ont lancé des choses mystiques dans les buts. Ouais. Moi, je l'ai vu. Ouais. Ils lançaient des trucs mystiques pour pouvoir marquer. Je l'ai dit. Ici, quand tu frappes pas le ballon, tu peux pas s'apparenter. C'est vrai. Tu frappes pas dans le but. Mais quand même, il va falloir, nous les Sénégalais, nous les acteurs, on fait attention sur ce point-là. Déjà qu'on traîne une réputation à réputation, tort. effectivement. Et surtout, à chaque fois que le Sénégal se déplace en Zambie, ils nous craignent, quoi. Que c'est des féticheurs avec ça fait pas gagner. Ça fait pas gagner. Bon, c'est autre chose. Et même avant de passer à autre chose, quand même, j'aimerais revenir sur le calendrier qui vous attend, quand même, un véritable casse-tête, surtout Amsata pour la programmation, quand même. Ça va être extrêmement difficile avec cette phase de poule entre Giraffe et Teungueth de l'autre côté. Oui, effectivement. Hein, donc Amsatou, il a commencé déjà à nous consulter sur les matchs retard. Déjà, nous, au niveau du championnat, nous avons 2 matchs retard. Bon, maintenant, moi, comme je l'ai dit aussi, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Il va falloir que nous aussi, qu'on se fasse violence, qu'on accepte de jouer 3 matchs par semaine. Ça, sinon, en fait, donc, ça risque de fausser l'esprit du championnat. Donc, à un moment donné, parce que moi, je préfère avoir le moins de matchs retard. J'ai l'habitude de dire ça aux joueurs et au président. Je lui dis que bon, il faudra qu'on puisse donc jouer au moins donc 3 matchs à domicile. On a essayé en fait donc de doubler tous les postes cette année. Bon, maintenant, on est dans un environnement professionnel, il faut qu'on accepte parce que dans les autres pays, c'est comme ça, il va falloir s'adapter. Moi, je suis d'accord qu'il va falloir s'adapter, essayer de jouer donc 3 matchs par semaine, renforcer donc les effectifs et faire tourner donc les effectifs. Sinon, en fait, ça risque de fausser le championnat. Effectivement. Alors, on va parler de l'autre équipe qui nous représente en Afrique, comme le disait tout à l'heure Cher Tidiane. C'est un fait inédit, 2 équipes sénégalaises qui se qualifient en phase de compétition africaine. Pour le Teungueth FC, la compétition en tant que telle a déjà démarré et donc les Rufisquois jouent demain contre le Zamalek pour leur 2e sortie en Ligue des Champions. Ils se sont entraînés aujourd'hui pour leur ultime séance, un match à jouer en tirant les enseignements de la rencontre jouée contre l'Espérance de Tunis. Le coach Youssouf Dabo. La préparation du match contre Zamalek se passe très très bien parce que l'état d'esprit est toujours positif malgré la défaite de Tunis. Après, nous avons aussi la chance d'avoir récupéré tous les blessés que nous avions. Et ça, c'est une bonne chose pour le groupe et surtout pour le match de demain contre Zamalek, qui est un match capital par rapport au premier résultat. Maintenant, comme je dis aux garçons, il faut tirer les enseignements du match passé pour avoir
en tout cas, une meilleure finalité contre Zamalek. On a de bons arguments en tout cas à faire valoir. Et malgré que nous sommes le petit poussé de la poule, et tout le monde a vu notre prestation contre Tunis, même si on a récolté 0 point, mais tout n'est pas à jeter à la poubelle. Il y a des choses qu'il faut garder pour le futur. Et ça, c'est une bonne chose. Les joueurs vont en tout cas continuer à grandir dans cette compétition et le club de Teungueth aussi avec. Voilà, donc Hervé, demain à 16h au Stade Lat Dior avec en face une équipe du Zamalek arrivée hier par vol privé qui a d'ailleurs procédé à la reconnaissance de la pelouse tout à l'heure cet après-midi, toujours à 16h. Et faut-il le rappeler pour encore donner plus de force à Teungueth, c'était une équipe qui a été battue par voilà exactement par Génération Foot, donc 2-1 et qui a amputé aussi de pas mal de cadres de son équipe, notamment un attaquant phare, un défenseur. Donc c'est une équipe un peu diminuée qui va jouer contre le Teungueth FC. Ouais, quand même. Et puis largement prenable. Parce que le Zamalek, qui a été tenu en échec par le Mouloudia chez Zel. 0-0. Ouais, quand même, je pense qu'il va falloir que les joueurs sachent que c'est un match à gagner. Quand même, c'est un mini-championnat. Si tu ne gagnes pas à domicile, quand même, ça va être extrêmement difficile de prétendre à une des 2 places qualificatives. Et là, tu reçois le Zamalek. On oublie le nom, on oublie le fait que ce soit le Zamalek d'Égypte, un grand d'Afrique. C'est un match à gagner. Il faut le gagner, mettre les ingrédients qu'il faut pour remporter les 3 points. Se donner les moyens. Moi, je pense que c'est une équipe qui est à la portée donc, de Teungueth FC. Mais moi, si j'ai l'occasion aussi d'avoir Babacar, je vais essayer d'appeler, mais il ne faut pas se faire endormir. Parce que les équipes maghrébines, ils ont tendance, quand il y a un match, de venir dire on a des blessés, donc on demande le report du match. Et tu as tendance à faire ils ont tendance à te faire croire qu'ils ne sont pas encore prêts. Ça aussi, donc, ils jouent psychologiquement en fait, donc, sur ces aspects-là. Moi, je pense que il faut mettre le bleu de chauffe et il faut qu'ils savent qu'ils auront en fait, donc, une équipe donc, de Zamalek. Il ne faut pas avoir peur. Par contre, il faut savoir qu'ils vont venir avec toutes leurs armes et Teungueth est largement capable de les battre, effectivement. Alors, sans transition, on va parler de la 8e journée de Ligue 1. Alors, vous le disiez, Youssouf, vous avez 2 matchs de retard, je pense, Teungueth FC aussi. Et donc, certaines équipes continuent, elles, de jouer. Donc, si on peut avoir les résultats de cette 8e journée avec Diambar qui bat l'US Gorée 2-0, l'AS Pikine qui s'est imposé devant Nyari Tali, qui décidément ne va toujours pas bien, et donc 3-1. Nyari Tali qui enregistre l'arrivée de Badar Assar comme directeur technique, certainement pour arrêter la spirale négative. Génération Foot qui est en train de reprendre le chemin donc, des victoires. 3 victoires d'affilée, cette fois-ci contre Mirecourt Petite Côte, 1-0. L'AS Douane également qui maintient la cadence et qui s'impose devant Niambour 2-0. Au classement, donc en attendant que nos Africains jouent, Diambar retrouve sa place de leader, 15 points. Génération Foot, comme je le disais, belle remontada, 2e avec 14 points. L'AS Douane est 3e avec 13 points. Et en bas de tableau, ça ne change pas. Les insulaires donc, de Sidat Sarr, 13e avec 4 points. Et Nyari Tali qui termine à la 14e place avec 3 points. Alors, Pape Seydou, vous le disiez, le travail commence maintenant et il y a un aspect qu'on a souligné, il va falloir gérer l'enchaînement des matchs, physiquement, psychologiquement. Ça, c'est clairement une découverte pour vous, parce que vous ne l'avez jamais fait. Oui, c'est vrai, mais il va falloir, nous joueurs, de bien récupérer, de se reposer bien et de s'entraîner aussi dur pour pouvoir passer. Parce que ces phases de poule, c'est la première pour nous, mais il faut se donner à fond pour pouvoir passer. Et j'ai l'intime conviction qu'on va passer parce qu'on a ce groupe pour y aller. Tout à fait. Ouais. Pour vous, qu'est-ce qui fait cette année la force du Jaraaf? En fait, la force du Jaraaf, c'est aujourd'hui l'expérience donc, des joueurs que nous avons. On a des joueurs qui sont très expérimentés et avec aussi donc, quelques jeunes qui sont très dynamiques. Et c'est ça qui fait aujourd'hui donc, la force donc, de l'équipe. Et ces joueurs-là qui ont de l'expérience et du talent, ils ont aussi donc, ils ont un bon mental. Okay. Ils ont un bon mental et c'est ce mental-là, moi, qui fait donc, la différence. À chaque fois qu'ils ont été donc dos au mur, ils ont su donc réagir. Ouais. Et c'est également aussi un groupe qui est très réceptif au discours du coach et au discours en fait des dirigeants. Okay. Et aujourd'hui aussi, ils savent qu'aujourd'hui, quand
on fait tout aussi pour les mettre dans de très bonnes conditions de performance. Et même quand ils ne sont pas dans de très bonnes conditions, comme ça a été le cas quand on allait à Kaduna, on est même arrivé presque le jour du match à Kaduna, ils ont su donc répondre parce qu'ils savent qu'il y a un objectif qui a été fixé par le club et ils se sont appropriés cet objectif-là. Ils en ont fait un objectif personnel parce qu'ils savent aussi que derrière, il peut y avoir aussi donc, des récompenses donc, personnelles pour eux-mêmes. C'est motivant. Président, on voit souvent que c'est très difficile je ne sais pas, je ne vais pas dire de descendre, mais quand tu joues des matchs de Coupe d'Afrique à haute intensité, la semaine d'après, vous jouez en championnat, alors vous n'avez pas cette même exigence dans la concentration. Je pense que le président de Teungueth même le disait après le match contre l'Espérance, qu'il aimerait voir son équipe jouer tout le temps avec cet engagement. Et ça, c'est un problème. Vous voulez retourner en Afrique et déjà dimanche prochain, il y a ce choc qui vous attend contre Génération Foot. Bien sûr, donc ça c'est un problème. C'est un problème. Et puis je pense que ce n'est pas un problème qui est spécifique au football sénégalais, même on peut le voir en Europe. Vous avez vu avec le PSG, les lendemains en fait donc de grandes victoires en Coupe d'Europe ou en Coupe d'Afrique. Après bon, maintenant c'est le rôle, c'est notre rôle aussi. C'est notre rôle de continuer à mobiliser les joueurs par rapport à l'objectif. Ce qu'on leur a dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est important d'entrer en phase de groupe. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'y retourner l'année prochaine. Et pour y retourner l'année prochaine, il va falloir encore gagner. Et donc, nous, on fait en sorte pour qu'ils se sentent mobilisés par rapport à cet objectif-là, par rapport au championnat national. Et c'est vrai que là, cette semaine, on va avoir un gros match contre Génération Foot. Et moi, j'ai l'habitude de le dire, ce sont des matchs que vous pouvez considérer comme des éliminatoires Coupe d'Afrique. Quand vous jouez contre Génération Foot, Teungueth FC, etc. C'est des beaux matchs de préparation. Il va falloir aussi donc, être à niveau donc, lors de ces matchs-là. Alors Youssou, dites-moi, vous qui êtes dans le comité exécutif de la fédération, est-ce qu'aujourd'hui déjà avec cette qualification des deux équipes que sont le Teungueth FC et le Giraffe, le Sénégal peut s'attendre à gagner forcément des points dans l'indice CAF et peut-être placer une nouvelle équipe dans la compétition africaine? Mais bien sûr, quand je leur dis tout le temps, en fait, au-delà du fait qu'on joue pour nous-mêmes, on joue aussi pour le football sénégalais parce que ça peut nous permettre aussi d'avoir des places supplémentaires. Et on espère qu'au sortir en fait, donc, de cette année de Coupe d'Afrique, on va récupérer encore donc, 2 ou 3 places. Moi, je me rappelle quand la Jeanne d'Arc était là, à l'époque, on avait 2 représentants en Coupe de la CAF, parfois même 2 représentants aussi en Coupe des Champions. Donc, il y a une période très récente où on avait en fait 2 représentants pour chaque compétition. Mais après, vu les résultats en fait, qu'on a eu, on a perdu ces 2 places-là, mais avec les performances de Teungueth FC et de Giraffe, on espère effectivement récupérer donc ces places-là l'année prochaine. Voilà, merci Youssou Dial, président de la section foot du Giraffe. Pape Seydou, peut-être un dernier mot aussi, parce qu'on va parler de foot européen pour boucler cette émission. Oui, permettez-moi de saluer ma famille, ma maman, et tous mes frères et sœurs, et saluer aussi ma femme et ma petite fille là. Très bien, d'accord, vous avez raison. Et aussi tout le club de Giraffe de la Médina, les supporters, ils ont été là pour nous. Je les dis de continuer sur cette cape-là et ensemble nous vaincrons. Tout à fait. Bon, Youssou, c'est peut-être se projeter déjà sur la préparation. Oui, se projeter déjà. Donc nous, d'ores et déjà, on va commencer maintenant à réfléchir sur le match du 10 mars donc en Tunisie. Il va falloir rapidement anticiper sur les billets d'avion, donc sur la partie logistique, envoyer une mission avancée donc là-bas. Et qui sait si les vaccins marchent petit à petit, on va avoir du public. Voilà, petit à petit, on va avoir donc du... Trop optimiste. Avec quand même, c'est un problème. Les gens quand même ont envie d'aller au stade, de regarder leur équipe. Il y a 200 000 vaccins. Il y a d'autres qui y arrivent. On va prioriser le personnel de santé, les vieilles personnes, entre guillemets, avant que ceux qui veulent regarder du foot soient servis. Il faudra patienter. Voilà, donc nous, la performance d'hier, c'est déjà donc oublié. Donc voilà, on va se préparer par rapport à notre match donc, de dimanche et préparer aussi donc, nos futurs déplacements en Coupe d'Afrique. Par contre, mea culpa pour nous, en tout cas le match qui devait opposer, parce qu'on a annoncé quand même la qualification du CS Sfaxia, mais le match contre l'autre équipe de l'Eswatini a été reporté à demain. Donc il faudra encore patienter pour savoir si c'est le CS Sfaxia, même si les Tunisiens avaient battu à l'aller cette équipe d'Eswatini et on pense que probablement ce sera l'équipe qualifiée. Mais comme dans le foot,
foot, rien n'est jamais joué d'avance. Quand même, patientons jusqu'à demain. Alors, pour le foot européen, on va parler de Monaco qui s'offre Paris. On en parlait tout de suite. Lille qui s'échappe pour cette 26e journée de Ligue 1 en France. En Série A, c'est l'Inter de Milan qui prend le dessus sur le Milan. Et en Première Ligue, City sans concurrent qui déroule le chassé-croisé qui continue entre Man United et Leicester. Et en Espagne, l'Atlético qui s'essouffle, le Real en profite. Résumé avec Ibrahima Kane.